Commençons cette série d'exercices par l'exercice numéro 2, où on se donne une suite AN de nombres réels a priori quelconques. On suppose que la série de termes générales AN à la puissance 4 converge, et on doit montrer que la série de termes générales AN à la puissance 5 converge. Donc là, pour démontrer la convergence de cette série, on va mettre en place l'algorithme qu'on avait mis en place samedi, hein, où il est question de déterminer la nature d'une série, donc ici la nature de la série de termes générales à n à la puissance 5. Donc le truc c'est de savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on regarde déjà en priorité et quelle voie on doit prendre selon les conditions. Alors la première chose qu'on doit regarder, c'est est-ce que le terme général tend vers 0. C'est déjà le premier truc qu'on regarde en général. Donc là on va regarder si le terme général de la série à n puissance 5 tend vers 0, et pour ça on va essayer de collecter les informations sur AN. Donc AN est une suite réelle certes, mais je sais par hypothèse que la série de termes général AN à la puissance 4 est une série qui est convergente. Donc on va toujours pouvoir appliquer ici la condition nécessaire de convergence. Je rappelle que si une série converge, son terme général tend vers 0. Donc on applique la condition nécessaire de convergence qui indique que la suite AN à la puissance 4 est une suite qui converge vers 0. Pour avoir des renseignements sur AN à la puissance 5, on va essayer de récolter des informations sur AN. Si je prends la racine quatrième de cette suite, alors non, je ne peux pas, parce que la racine quatrième, il faudrait que les termes soient positifs, donc on va y aller par racine carrée. Si cette suite tend vers 0 par continuité de la fonction racine carrée, la suite des racines carrées converge aussi vers 0. Et si je reprends la racine carrée, alors attention, la racine d'un nombre au carré, c'est sa valeur absolue. Alors là, tout à l'heure, c'était positif puisque j'obtenais un carré. Là, je vais récupérer donc la suite de termes général valeur absolue de AN converge vers 0. Et donc, puisque c'est une convergence vers 0, je récupère donc que la suite AN converge vers 0. Alors on sait que si une suite AN, sa valeur absolue converge et converge vers la valeur absolue de sa limite, mais je vous rappelle qu'en cours, on a vu que la réciproque était envisagée, était juste quand la limite était nulle. Donc pour l'instant, ce qu'on a démontré, c'est que AN converge nécessairement vers 0, et donc par opération sur les suites convergentes, AN à la puissance 5 converge vers 0. Bon, donc on vient déjà de démontrer que la condition nécessaire de convergence est respectée pour la série de termes générales AN à la puissance 5. Maintenant, selon que le signe soit constant ou selon que le signe ne soit pas constant, on va se diriger vers cette branche ou vers cette branche. Or, ici, la série qu'on étudie, c'est la série des AN puissance 5. Or, AN et AN puissance 5 sont de même signe. Ne connaissant pas le signe de AN, on ne connaît pas non plus le signe de AN à la puissance 5. Donc, moralité, on est plutôt dans la branche je ne connais pas le signe à partir d'un certain rang. Donc, a priori, on va se diriger vers les critères, déjà dans un premier temps, d'absolue convergence. Donc, si on en croit ce tableau, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que la série qu'on a étudiée est absolument convergente. Donc, la première question que l'on se pose, c'est est-elle, en parlant de la série des n puissance 5, bien sûr, absolument convergente. Donc pour l'absolue convergence, je vous rappelle qu'on doit étudier la série des modules, ou ici des valeurs absolues puisque la suite est réelle. Donc on va calculer AN à la puissance 5, plus exactement le module de AN à la puissance 5. Alors ici on va être ramené à quoi? On est ramené à des séries à termes positifs puisqu'on étudie l'absolue convergence. Donc on va étudier des critères type équivalence, comparaison, n-alpha, enfin tous les critères qui sont ici. On peut éliminer, vu le contexte d'Alembert, le n-alpha, ça paraît inenvisageable puisqu'on ne connaît pas le terme général de la suite à n. Donc on est soit vers un critère type équivalence ou un critère type comparaison. Alors la seule suite qu'on ait à notre disposition, c'est la suite de comparaison, c'est la suite à n à la puissance 4. Or, la série qui est là, elle est liée à la série des n à la puissance 4, puisque je vous rappelle que le module de n à la puissance 5, c'est le module de AN multiplié par le module de AN à la puissance 4. Étant donné qu'on a une puissance 4 ici, on va récupérer la suite AN à la puissance 4 tout simplement. Donc la série à terme positif qu'on étudie, c'est une série qu'on peut relier par cette expression-là. Or, on vient de démontrer que la suite valeur absolue de AN est une suite qui converge vers 0. Ce qui signifie donc que la suite module de n à la puissance 5 est égale à une suite qui tend vers 0 multipliée par cette suite-là,
elle est donc négligeable devant à n à la puissance 4. Or, on sait de plus que la série de termes générales a n à la puissance 4 est une série à termes positifs et convergente. Tous les termes ici sont évidemment positifs pour tout n. On est donc en mesure d'utiliser le critère, un critère de comparaison sur les séries à termes positifs, c'est que quand le terme général d'une série est négligeable devant le terme d'une série à termes positifs convergente, eh bien on peut dire que la série de termes général module de AN à la puissance 5 est donc convergence par critère de comparaison sur les séries à termes positifs. Donc, on récupère par ce biais que la série de termes général AN à la puissance 5 est absolument convergente. Donc, on va jusqu'au bout de la voie. Si on a l'absolue convergence, on a la convergence tout court. Donc, on vient bien de démontrer que la série qui a ce terme général est absolument convergente. Donc ça, c'est une possibilité, appliquer un critère avec les petits o. Alors, je vous dis juste, si vous n'aviez pas vu qu'il y avait un petit o derrière, on pouvait aussi utiliser les critères de comparaison. Alors, je vous explique comment. À partir du moment où on a démontré que cette suite-là était convergente vers 0 ou que cette suite-là converge vers 0, c'est complètement analogue. Dans ce cas-là, on peut dire qu'à partir d'un certain rang, les termes de la suite, ils vont se trouver à coup sûr dans l'intervalle moins 1, 1. Donc on est sûr que tous les termes de la suite AN seront dans cet intervalle-là pour n suffisamment grand. Ce que j'écris, il existe un n0 appartenant à n tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, on va récupérer donc moins 1 est plus petit que an est plus petit que 1. Moi, comme je préfère manipuler des termes positifs, ce que je peux écrire, je peux l'écrire comme ça. Du coup, si vous multipliez chaque membre par la AN à la puissance 4, vous allez récupérer que pour n assez grand, vous allez récupérer cette expression-là, puisque vous avez le droit de multiplier une inégalité par un terme positif. Et là, vous pouviez conclure de manière un peu différente, en disant que comme la série de termes général AN puissance 4 converge, le critère de comparaison sur les séries à termes positifs permet de dire, donc par théorème de comparaison, on récupère que la série des valeurs absolues de AN à la puissance 5 converge, donc que la série de termes général AN à la puissance 5 est donc absolument convergente, et donc que la série de termes général AN à la puissance 5 converge. Donc là, on voit que soit on applique le critère sur les petits o, critère de comparaison sur les petits o, ou le critère de comparaison avec des inégalités. Mais de toute façon, vous voyez bien que le raisonnement est basé, dans les deux cas, sur le fait que la suite AN est une suite qui converge vers 0. Donc là, on a pris ce chemin-là. La condition nécessaire de convergence est respectée. On est passé par les critères sur les séries dont le signe n'est pas constant. La première chose qu'on a observée, c'est l'absolue convergence qui conduit à la convergence. Donc on voit vraiment que si on se plie à ces méthodes-là, on arrive au bout assez facilement, y compris dans les séries à termes positifs. On a sélectionné que les résultats qui pouvaient s'appliquer et on a vu que ça conduit tout naturellement à un critère de comparaison. L'exercice suivant, l'exercice numéro 25, est un exercice de trouver la nature de la série dont le terme général est défini par cette expression. Alors il y a déjà, première chose, on ne nous donne effectivement pas de condition sur alpha. La question a été posée sur Discord, c'est quoi ce nombre alpha? Alors ça fait partie de l'étude de la série. Pour que cette série soit bien définie, il faut déjà que son terme général soit bien défini. Or, on voit bien que ce terme général n'est défini que si alpha est strictement positif, puisque dans le cas contraire, le terme général n'existe pas. Je vous rappelle que arccosinus n'étant défini que sur l'intervalle moins 1, 1, votre terme général ne sera défini ici qu'à partir d'un certain rang, quand alpha est strictement positif. Et si vous prenez alpha strictement négatif, alors dans ce cas-là, le terme général n'est pas défini à partir de n égale 2, 3, puisque vous allez quitter l'intervalle moins 1, 1. Donc dans toute la suite, on va supposer que alpha est ici un nombre réel strictement positif pour que la suite soit bien définie. Alors pour déterminer la nature de cette série, je ressors mon petit graphique pour voir exactement où est-ce que je me situe vu la nature du terme général. Alors la première chose qu'on va étudier, c'est la condition nécessaire de convergence, puisque
que si cette suite-là ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers l'infini, ben dans ce cas-là, le problème est réglé, on aura a priori divergence directe. Donc on va étudier si le terme général converge vers 0. Donc hop, c'est parti. Donc pour ça, il faut calculer si elle existe la limite quand n tend vers l'infini de cette expression. Comme alpha est strictement positif, on sait que moins 1 puissance n sur n à la puissance alpha tend vers 0. C'est le produit d'une suite bornée et d'une suite qui converge vers 0. Donc ce terme-là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Pour pouvoir passer à la limite dans arc cosinus, il faudrait que arc cosinus soit continu en racine de 3 sur 2. Or on sait ici que arc cosinus, c'est une fonction qui est continue sur son ensemble de définition. Elle est continue sur l'intervalle moins 1, 1. Et racine de 3 sur 2 est bien un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Bon, il est positif et il est strictement plus petit que racine de 4 sur 2, donc il est strictement plus petit que 1. Donc la fonction arc cosinus est continue en ce point. On en déduit donc que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de arc cosinus de racine de 3 sur 2 moins 1 puissance n, pardon, plus moins 1 puissance n sur n à la puissance alpha est donc égal à arc cosinus de racine de 3 sur 2. Alors pour ça, il faudrait qu'on soit capable de calculer arc cosinus de racine de 3 sur 2. Je vous rappelle cette définition essentielle, c'est que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, par définition, un arc cosinus de x, c'est l'unique θ appartenant à l'intervalle 0π, tel que cosinus de θ est égal justement à racine de 3 sur 2. Donc on regarde où est-ce que le cosinus est égal à racine de 3 sur 2. Pour ça on fait un petit cercle trigo. On regarde où est-ce que le cosinus est égal à racine de 3 sur 2. Et bien ça se produit lorsqu'on se place justement en pi sur 6. Donc on récupère que cette limite-là est égale à pi sur 6. Donc on voit que la limite de cette suite quand n tend vers l'infini, c'est pi sur 6. Donc un est manifestement une suite qui converge vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc là, on est dans la deuxième partie du schéma. On vient de passer la condition nécessaire de convergence. Donc tout reste à faire. On ne sait toujours pas si la série converge ou diverge. Donc maintenant, on va regarder si on a affaire à une série à terme positif ou de signe constant, ou si on a une série dont le signe n'est pas constant. Alors ça, il va falloir regarder d'un petit peu plus près comment on va faire pour étudier le signe de ces termes généraux. Donc on va étudier le signe. Mais pour ça, il faut regarder comment est conçue cette expression. Donc cette expression, c'est la fonction arc cosinus évaluée en racine de 3 sur 2, plus un terme qui tend vers 0, moins ce même arc cosinus en racine de 3 sur 2. Alors dans toute la suite, la fonction arc cosinus, je vais la noter f, et je vais regarder plus précisément la tête de cette fonction, de ce terme général. En fait, ceci c'est f de racine de 3 sur 2 plus moins 1 puissance n sur n à la puissance alpha, moins f de racine de 3 sur 2. Moi, ce que je cherche, c'est le signe de cette expression. Pour avoir le signe de cette expression, quand je vois ça, moi j'ai tout de suite envie d'appliquer une formule locale, puisque ce terme-là tend vers 0. J'ai envie d'appliquer la formule des accroissements infinitésimaux. Effectivement, on sait que la fonction arc cosinus, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 1, donc elle est dérivable en racine de 3 sur 2. Donc je peux dire que f de racine de 3 sur 2 plus h est égal à f de racine de 3 sur 2 plus la dérivée de f en racine de 3 sur 2 fois h plus un terme négligeable devant h. Cette formule-là, elle va nous permettre de récupérer directement un équivalent de notre terme général. Ce terme général, lorsque n tend vers l'infini, il va être équivalent à f' de racine de 3 sur 2 multiplié par h. Ici, h tient le rôle de moins 1 puissance n sur n à la puissance alpha. Donc ce nombre-là, bon, en fait c'est un nombre négatif, mais quelque part je m'en fous pour l'instant, puisque moi ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir dans quoi je me place. Est-ce que je suis dans le cadre d'une série à terme général positif, ou si le terme général a un signe qui change. Et ici on est face à un terme général qui a un signe qui... Manifestement, là on est dans le cadre
de cette branche-là, le signe va changer et ne sera jamais constant à partir d'un certain rang. Donc on est dans le cadre de l'étude d'une série dont le terme général change à partir d'un certain rang. Alors là, on a plusieurs outils envisageables, l'absolue convergence en priorité, le critère spécial sur les séries alternées, ou effectuer un développement asymptotique du terme général jusqu'à un terme constant et ou absolument convergent. Donc ça veut dire que cette partie-là sera utilisée dès qu'on n'est pas dans le cadre de l'absolue convergence ici. Bon, alors continuons à faire des maths, à analyser. Déjà, la fonction f, je vais déjà calculer sa dérivée pour voir de quoi il retourne ici. Donc là, c'est vraiment le moment de refaire un tour sur la fonction arcosinus, de la réétudier complètement, si vous avez le moindre doute. Donc la dérivée de arcosinus, c'est moins racine de 1 moins x carré. Donc quand on évalue f' en racine de 3 sur 2, là on va récupérer 1 quart, la racine de 1 quart ça fait 1 demi, donc on va récupérer que ce nombre-là, il vaut moins 2. Donc on obtient que un est équivalent effectivement lorsque n tend vers l'infini à moins 1 à la puissance n plus 1 multiplié par 2 sur n à la puissance alpha. Donc là, on a la reconfirmation que le signe n'est vraiment pas constant. Alors, étudions tout de suite l'absolue convergence, puisque c'est la voie naturelle. Eh bien, on va pouvoir dire que le module de un est ici équivalent à 2 sur n à la puissance alpha. On est donc ramené à une série à terme positif. Donc là, on est reparti sur les séries à terme positif. Et comme on a récupéré un équivalent, on peut directement appliquer le critère d'équivalence. Ce critère d'équivalence nous dit que la série de termes général des valeurs absolues de un converge à la condition nécessaire et suffisante que l'exposant qui soit ici soit strictement plus grand que 1. Donc là, qu'est-ce qu'on peut déjà déclarer? Que si alpha est strictement plus grand que 1, la série de termes général un est absolument convergente. Donc, la série de termes général un sera convergente. Donc on sait déjà que dans le cas de l'absolue convergence, j'ai la convergence. Donc on a déjà une certitude absolue. C'est lorsque alpha est strictement plus grand que 1, on a absolue convergence de la série, donc convergence de la série. Par contre, malheureusement, vous avez vu que ça, c'est juste un critère de convergence. L'absolue convergence ne permet pas de savoir les valeurs pour lesquelles la série diverge. Elle donne juste des cas où la série converge. Puisque lorsqu'on est absolument convergent, on est convergent. Donc moralité ici, si alpha est compris entre 0 et 1, l'absolue convergence ici, malheureusement, ne donnera strictement rien. Donc dans ce cas-là, puisque je ne crois pas trop au critère spécial sur les séries alternées, l'idée, ça serait plutôt de développer, de faire un développement asymptotique du terme général jusqu'à un terme de signe constant. Pour faire ce développement asymptotique, on va simplement prolonger ce qu'on a fait ici. Au lieu d'utiliser la formule des accroissements infinitésimaux, on va poursuivre le développement, on va donc utiliser la formule de Taylor-Young. Or, la fonction arcosinus que j'ai appelée f est de classe c infini sur l'intervalle ouvert moins 1. Comme racine de 3 sur 2 fait partie de cet intervalle-là, on peut donc développer au voisinage de pi sur 2 la formule de Taylor-Young. Là, j'applique ma formule de Taylor. Alors, je ne vais pas calculer 28 termes. Donc, je sais que les premiers termes vont donner ceci. Donc, le deuxième terme, c'est le f' de racine de 3 sur 2h, que j'ai déjà calculé, c'est moins 2h. Le terme d'après, donc c'est plus la dérivée seconde de f en racine de 3 sur 2 fois h carré sur 2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je récupère un terme absolument convergent ou un terme de signe constant? Quand je prends le terme qui est ici et que je le passe au carré, je vais récupérer un terme de signe constant. Donc là, je sais que je vais m'arrêter mon développement, puisque j'ai récupéré un terme de signe constant. Donc je sais que normalement, les outils qu'on a développés dans le cours vont permettre de conclure. Donc ici, h tend vers 0, donc j'ai le droit de remplacer h par n'importe quelle quantité qui tend vers 0, donc par moins 1 puissance n sur n à la puissance alpha. En faisant ça, on va récupérer ici un, le terme général de ma série. Là, ce terme-là, on l'a déjà calculé, on avait dit que c'était 2 fois moins 1 à la puissance n plus 1 sur n à la puissance alpha. Et le terme d'après, donc il faut calculer la dérivée seconde de f. Il faut que je dérive ce terme-là. Pour le dériver, évidemment, on ne va pas le laisser sous cette forme-là.
pour le dérivé, on va plutôt l'écrire moins 1 moins x carré à la puissance moins 1 demi. Et donc, quand on calcule la dérivée seconde, on va donc récupérer la dérivée d'une composée. Donc 1 demi, facteur de 1 moins x carré à la puissance moins 3 demi, multiplié par la dérivée de la fonction qui est ici, moins 2x. Donc quand on va évaluer la dérivée seconde en racine de 3 sur 2, il faut bien faire attention à ce qu'on manipule. Donc là, on va récupérer un quart à la puissance moins 3 demi, multiplié par le terme moins 2 évalué en racine de 3 sur 2. Donc on va récupérer moins 4 racine de 3. Donc en reportant l'information ici, on va récupérer moins 4 racine de 3 multiplié par 1,5, donc moins 2 racine de 3. Donc là, il y a un signe moins qui apparaît. Donc moins 2 racine de 3 multiplié par le terme h au carré. Donc moins 2 racine de 3 sur n à la puissance 2 alpha, plus un terme négligeable devant n à la puissance 2 alpha. Donc voilà le développement asymptotique qu'on a bien fait jusqu'à un terme de signe constant, puisque ce terme-là est a priori toujours négatif. Alors là, normalement, maintenant, on est en mesure de conclure l'exercice. Alors attendez, on va juste faire une pause pour changer de feuille. J'ai juste réécrit le terme général développé. Donc voilà le terme général développé, je vous ai dit jusqu'à un terme de signe constant. Alors je peux aussi l'écrire comme ça, ce terme général, hein, donc moins 1 puissance n sur n à la puissance alpha. Je vais dire plus, ou plutôt moins, ça serait plus intelligent, moins à n, ou a priori la suite à n sera équivalente à 2 sur racine de 3 sur n à la puissance 2 alpha. Donc voilà le terme général qu'on a récupéré, et l'intérêt d'avoir un terme ici de signe constant fait que comme j'ai ce terme de signe constant plus un terme négligeable devant lui, j'en récupère un équivalent positif, hein, puisque j'ai bien pris soin de dégager un terme positif. Donc maintenant on va utiliser les théorèmes sur les structures des séries convergentes, c'est-à-dire, déjà je vais m'occuper de la série de termes général, moins 1 puissance n sur n à la puissance alpha. Alors, comme alpha est strictement positif, je sais que cette suite-là, elle décroît et elle converge vers 0. Donc ça, c'est dû au fait que alpha est un nombre qui est strictement positif. Donc on est parfaitement dans les hypothèses du critère spécial sur les séries alternées. Donc on récupère que la série de termes général moins 1 puissance n sur n à la puissance alpha est une série qui est convergente en vertu du critère spécial sur les séries alternées. Donc le terme général ici est un terme général qui est convergent. Donc la première série, elle est étudiée. La deuxième série, ce sera la série de termes général AN, où AN est positif, AN c'est ce terme-là, et ce AN-là, il est équivalent à ce terme général qui est ici. À étudier à terme positif, donc je peux me ramener dans le cadre des séries à terme positif. J'ai un équivalent, donc je vais appliquer le critère d'équivalence. Donc là, on peut carrément dire que la série de termes général AN converge, si et seulement si, la série qui a ce terme général-là converge. Donc là, c'est le critère d'équivalence qui nous permet de conclure, critère d'équivalence sur les séries à terme positif. Je sais que le nombre de racines de 3 ne dépendant pas de n, il n'a aucun impact sur la convergence de la série. Donc j'obtiens que cette série converge si et seulement si cette série converge.
Et là, on voit qu'on est ramené à une série de Riemann. Or, les séries de Riemann convergent uniquement si l'exposant qui est ici est strictement plus grand que 1. Donc cette série sera donc convergente si et seulement si l'exposant est strictement plus grand, enfin le alpha ici, est strictement plus grand que 1,5. Bilan. Quand on est dans notre cas ici, qu'est-ce qu'il se passe? Alors on a obtenu que la série qui a ce terme général-là converge, et ça ne dépend pas de alpha. On avait juste besoin de alpha strictement positif, mais ça c'est une hypothèse qu'on avait déjà développée bien avant. Donc la nature de la série de termes général UN ne va dépendre que de celle-là, puisque si alpha est strictement plus grand que 1,5, la série qui a ce terme général-là converge, la série qui a ce terme général-là converge. On sait que quand on additionne deux séries convergentes, on obtient une série convergente, donc la série de termes général UN sera donc convergente. Et si alpha appartient à l'intervalle 0 exclu 1,5 inclus, attention là 0 il est exclu, j'avais commencé à l'inclure mais non on a dit que alpha était strictement positif, alors dans ce cas là que se passe-t-il? Eh bien ici on a affaire à une série qui est convergente, ici on a une série divergente. Quand on additionne une série convergente et une série divergente, on obtient une série divergente. Donc on obtient ici une série divergente. Donc on a vu que le développement asymptotique finalement il nous permettait de récupérer la nature de la série dans toute sa globalité, dans toute sa généralité. Et on a été un tout petit peu plus précis, nous, puisqu'on peut faire un bilan un peu plus particulier en disant qu'on a aussi vu que lorsque alpha est strictement plus grand que 1, la série des UN elle converge, mais elle converge en étant absolument convergente. Donc là on a vraiment tout étudié sur la nature de la série de ce terme général. Si alpha est strictement plus grand que 1, la série est absolument convergente, donc convergente. Si alpha est compris entre 1,5 strictement et 1 inclus, la série est simplement convergente, non absolument convergente. Et si alpha est strictement positif et inférieur ou égal à 1,5, la série diverge. Et on a vu vraiment qu'on a mené l'algorithme jusqu'au bout. Allez, on est passé par là. Quand on se ramène à une série à terme positif, ben on revient là et on regarde selon ce que l'on sait sur cette série, quels critères on va utiliser. Quand on a des équivalents, évidemment, on est plutôt amené à utiliser le critère d'équivalence. Voilà pour l'exercice 25. Alors, un nouvel exercice, un terme général qui est donné par une formule qui dépend de n. On ne donne pas de valeur de n, donc ça sera à nous de voir à partir de quel moment cette suite est bien définie. Bon, visiblement, pour n est égal à 0, on a un problème de définition dans le log qui est ici. Par contre, ce terme-là est défini pour n plus grand que 1, et ce terme-là est aussi défini pour n plus grand que 1. Donc visiblement, ici, n sera un entier qui sera supérieur ou égal à 1. Mais encore une fois, comme on nous demande juste la nature de la série, on peut la prendre à partir du rang 50, on sait que ça ne changera pas la nature de la série. Donc là-dessus, on peut assez rapidement voir que le terme général est défini à partir d'un certain rang, et donc on étudie la nature de la série à partir d'un certain rang, peu importe ce rang. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que cette série est absolument convergente ou convergente? Donc là pour le coup, on ne sait même pas si le terme général tend vers 0, donc il faut évidemment étudier déjà dans un premier temps la condition nécessaire de convergence, puisque je vous rappelle que c'est la première chose qu'on étudie quand on étudie une série. Donc on va tout de suite s'atteler à cette tâche. Alors on voit que là on a une différence de log, ça nous invite largement à peut-être tout placer dans le même log, puisqu'en plaçant tout dans le même log, on va récupérer le log du quotient de ce terme avec ce terme. Quand vous éclatez la fraction en deux, vous allez récupérer 1 plus moins 1 puissance n sur 2n. Et là, vous constatez que là, vous avez un terme borné et ici un terme qui tend vers 0. Donc ce terme tend vers 0, donc ce terme tend vers 1. Donc si vous appliquez la continuité de la fonction logarithme, vous pouvez passer à la limite dans le logarithme. Donc vous récupérez donc la suite un converge vers 1. Donc la première étape est passée. Soit le terme général ne tendait pas vers 0 et la série divergeait grossièrement, soit le terme général tend vers 0, et dans ce cas-là, on sait que tout reste à faire. Donc là, on a montré que le terme général tend vers 0, donc visiblement, tout reste à faire. Alors maintenant, il faut savoir si on a affaire à une série à terme général positif ou non. Alors là, c'est assez facile de voir avec un équivalent que la série n'est pas à terme positif,
puisque un équivalent de log de 1 plus quelque chose qui tend vers 0, ben, c'est équivalent au terme qui tend vers 0. On sait que deux suites équivalentes sont de même signe à partir d'un certain rang. Donc on peut déjà clairement dire que un est équivalente à moins 1 puissance n sur 2 puissance n, donc de ce signe-là à partir d'un certain rang. Donc très très clairement ici, on est dans le cadre d'une série dont le signe n'est jamais constant, même à partir d'un certain rang. Donc là, on est dans cette branche-là. Bon, bah, quand on est dans cette branche-là, la première chose qu'on regarde, c'est l'absolue convergence, c'est-à-dire ce qui se passe pour la valeur absolue du terme général. Et la valeur absolue du terme général, par continuité de la valeur absolue, on peut dire que la valeur absolue du terme général est équivalente à ce terme-là. Puisqu'ici, si le rapport tend vers 1 est tend vers 1 en valeur absolue, et donc on va récupérer directement cette information. Et donc, là, on est ramené sur des séries à termes positifs. Donc, on doit étudier la série de termes général valeur absolue de un, donc on est ramené aux séries à termes positifs. Quels critères sur les séries à termes positifs on va utiliser compte tenu de ce que l'on sait? C'est le critère d'équivalence, on a un équivalent. Or, ici, il est clair que la série de termes général 1 sur 2 puissance n est une série proportionnelle à une série de Riemann divergente. Donc ça, c'est une série divergente. C'est une série de Riemann avec un exposant qui est égal à 1. Alors, vous pouvez dire aussi que c'est la série harmonique. Hein, c'est quand même une série de Riemann très particulière, la série harmonique. Donc série divergente. Et donc, on peut dire que la série de termes général valeur absolue de un est divergente. Donc, on peut dire que la série de termes général un est absolument divergente. Malheureusement, l'absolue divergence ne nous donne aucun renseignement sur la nature de la série. Une série absolument divergente peut être convergente, peut être divergente. Donc là, on a répondu à la question est-elle absolument convergente? La réponse est non. Il nous reste à en savoir un petit peu plus sur la convergence. Alors, vu la nature du terme général, ici, on ne peut pas appliquer directement le critère spécial sur les séries alternées, ça paraît clair. Donc, on va passer directement à la dernière étape, qui permet en général de conclure sans coup férir, c'est faire un développement asymptotique du terme général jusqu'à un terme de signe constant ou absolument convergent, ou les deux. Alors là, ça tombe bien, puisqu'on a directement une expression de la forme ln de 1 plus u, où u tend vers 0. Et ça, on en connaît un développement limité à tout ordre. Alors, j'écris les premiers termes de développement limité. Alors, je vais mettre plus 3 petits points de suspension, puisque je sais que je vais m'arrêter dès que j'obtiens un terme de signe constant, et je sais déjà que je vais m'arrêter à ce terme-là, puisque lui sera manifestement de signe constant. Donc, c'est même pas la peine d'aller plus loin dans le développement. On sait qu'on va s'arrêter là, et qu'on va poser comme valeur de u ce terme-là, moins 1 puissance n sur 2n, qui est bien un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Alors, on va substituer u dans l'expression. Donc, ça va me donner un développement du terme général. Donc, on récupère le premier terme, c'est l'équivalent qu'on avait obtenu tout à l'heure, qui ne nous permettait pas de conclure puisque le terme général n'était pas de signe constant, moins 1 demi du carré de ce terme-là. Donc ici, quand on passe au carré, on va récupérer 1 sur 4n carré, fois moins 1 demi, donc moins 1 sur 8n carré, plus un terme négligeable devant 1 sur n carré. Donc là, vous avez vu, je m'arrête bien ici, à ce moment-là, parce que là, j'ai un terme général de signe constant. Mais je m'aperçois que ces deux termes qui sont ici, je peux les condenser en un terme qui est directement absolument convergent, puisque ces termes-là, ils font partie de la catégorie des termes qui sont dominés par 1 sur n carré. Donc au final, mon terme général un, il s'écrit moins 1 puissance n sur 2n, plus un terme dominé par 1 sur n carré. Là, ici, vous avez le terme général d'une série alors, absolument convergente. Donc, je vais plutôt l'écrire comme ça, le terme général, si ça ne vous dérange pas, ça permet de faire une discussion plus claire. Donc on a écrit un comme ce terme-là plus an, où an est un terme qui est dominé par 1 sur n carré. Donc là, on peut conclure facilement, puisque la série de termes général moins 1 puissance n sur n est une série qui converge via le critère spécial sur les séries alternées. Effectivement, c'est moins 1 puissance n fois 1 sur n, et 1 sur n, c'est une suite qui est décroissante et convergente vers 0. Décroissante
convergente vers 0. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième série, la série de termes général AN, elle est absolument convergente. Là, on applique les critères. Effectivement, AN est une série qui est dominée par 1 sur n carré, donc dominée par une série de Riemann convergente. Donc la série de termes général AN sera donc absolument convergente. Donc la série de termes général AN sera convergente. Or ici, ce que vous avez, c'est juste une combinaison linéaire de deux séries convergentes, puisque vous avez 1/2 de cette série plus une fois cette série, ou plutôt, non, plus une fois cette série, puisque j'ai pris le AN comme ce terme-là. Et donc, moralité, ici, on a une somme de séries convergentes. Donc, on récupère que par les opérations algébriques sur la série convergente, la série de termes général UN est convergente. Donc là, on voit encore une fois la puissance de respecter l'ordre que j'ai indiqué dans mon polycope, mais aussi de bien développer, de bien utiliser les développements limités pour obtenir ces fameux développements asymptotiques. Quand je vous ai dit en début d'année que manipuler les grands taux et les petits taux, connaître parfaitement leur définition, c'était absolument indispensable. On voit effectivement que là, on ne va plus manipuler que des relations locales, des développements limités, des petits taux, des grands taux, sous diverses formes, Taylor, développement limité, accroissement fini, accroissement infinitésimaux. Donc là, toutes les idées principales de l'analyse vont y passer. En tout cas, voilà pour cet exercice.